vais essayer de répondre peut-être en profondeur à certaines questions qui ont été posées pour que, à la fin, l'ordonnance loi soit beaucoup plus claire et que vous puissiez la ratifier. Je commence d'abord avec l'honorable Chiquez, parce que c'est vous qui avez posé la première question en disant que c'était juste des globalités. Non, honorable, ce ne sont pas des globalités, parce que cette ordonnance loi, ce programme de la couverture santé universelle est adossé à un plan qui est très très détaillé et qui montre tout ce qu'on doit faire. Donc ce n'est pas juste des généralités. Là, on va demander de faire l'économie de la loi, mais la loi n'est qu'une fraction de la couverture santé universelle. La loi, c'est vraiment la fin de l'architecture telle que ça a été monté. Donc, peut-être que il y a un honorable qui a dit qu'il y a des sujets qui nécessitent parfois qu'on donne plus d'informations, qu'on aille plus en détail, et c'est peut-être une de ces lois, parce qu'elle nous touche tous. Honorable Président, à chaque fois que nous disons bonjour à quelqu'un, que nous demandons comment ça va, en fait nous parlons de la santé. Nous demandons comment vous allez. Et donc la santé, c'est un sujet très très important, et que malheureusement dans notre pays, eh ben, elle n'est pas acquise à tout le monde. Et la couverture santé universelle, c'est un moyen, c'est un système, c'est une organisation pour que tout le monde accède aux soins de santé de qualité. Mais quand ce moyen est défini, il faut maintenant l'opérationnaliser. Et tout ce que nous avons fait là, c'est essayer d'opérationnaliser. Honorable Président, avant d'écrire le projet de notre plan stratégique, nous avons été regardés dans tous les pays qui sont comme nous et qui font déjà la couverture santé universelle. Nous avons regardé dans les pays d'Afrique, nous avons été au Mali, nous avons été au Sénégal, nous avons été au Kenya, nous avons regardé le modèle gabonais, le modèle ivoirien. Nous avons aussi été très loin même en Amérique latine pour aller voir comment ils font là-bas. Mais avant ça, nous avons même été en Inde pour aller voir comment ils arrivent à donner les soins de santé à plus d'1 milliard d'habitants sans se ruiner au niveau de l'État. Et donc, le plan qui est décliné et qui se retrouve aujourd'hui dans la loi, c'est vraiment la somme de tout cela. Alors, la question essentielle qui est revenue, c'est la question des établissements. Vous en avez fait beaucoup, c'est Budgétivore, comment on va faire? Eh bien, cette question, nous vivons avec elle depuis que nous travaillons sur ce plan. Mais honorable Président, d'abord, la Constitution, enfin la loi, que vous aviez déjà votée avant même qu'on arrive au pouvoir en 2018, en créait déjà 4. Le Fonds de solidarité est créé par la loi de 2018. Le Fonds de promotion est créé par la loi de 2018. L'autorité de réglementation, congolaise de réglementation pharmaceutique est créée en 2018. Et bien sûr, l'agence du numérique existait déjà comme service au niveau du ministère de la Santé. Donc ce qu'on a fait, on a opérationnalisé tout simplement. Et c'était important ce que vous aviez fait avant même qu'on arrive, parce que c'était nécessaire. Et je vais montrer pourquoi c'est nécessaire. Par contre, le 5e établissement, l'Institut national de santé publique, ça c'est une nécessité. Je vous donne 2 exemples. C'est que nous avons eu la crise d'Ebola. La crise d'Ebola 2018 qui a duré longtemps, et quand nous sommes arrivés, le président de la République nous a demandé d'aller regarder et de donner la solution. Quand nous avons regardé, on a vu les faiblesses de l'organisation qui était mise en place. Je vous donne un exemple, quand un malade avait Ebola et qu'il est en contact avec quelqu'un d'autre, il contaminait. Mais celui-là, il avait le temps de partir, de disparaître. Il fallait donc que la police soit là pour nous retrouver la personne. Et si la police ne retrouve pas, au moins que le ministre des Transports soit là pour nous dire probablement il a pris tel bateau du nord Kivu vers le sud Kivu. Donc il fallait mettre la police autour, mettre le ministre des Transports autour, mettre l'agence de renseignement autour pour aller repérer les personnes pour essayer d'éviter que l'épidémie ne se disperse. À partir de là, on a créé une structure qu'on appelait le comité multisectoriel de lutte contre Ebola. Quand Covid est arrivé,
Je me rappelle très bien, j'étais conseiller spécial de l'État en ce moment-là, on m'a appelé pour donner mon avis au Conseil des ministres et j'ai expliqué qu'on allait vers quelque chose de beaucoup plus grave qu'Ebola en termes de conséquences sur le pays. Et là, encore une fois, on a créé une structure multisectorielle. Mais on s'est rendu compte qu'on ne va pas chaque fois créer des structures. Et d'ailleurs, l'Union africaine recommande que tous les pays disposent d'un institut national de santé publique. C'est cet institut qui peut travailler au quotidien. Au passage, honorable président, honorable sénateur, pour votre information, la crise d'Ebola de 2018 nous a coûté 1,2 milliard de dollars. Et nous n'avons rien du tout reçu aujourd'hui qui existe à Goma qui montre qu'il y a eu 1,2 milliard de dollars. Pourquoi est-ce que ça a coûté autant? Parce que le système est très fragmenté. On parle du ministère de la Santé, on dit tout est au ministère de la Santé, mais honorable président, il y a 53 programmes au ministère de la Santé. Cela montre bien pourquoi est-ce que le système n'est pas bon. Pourquoi il y a 53 programmes? Parce qu'on se rend compte que chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut créer quelque chose. Or, l'Institut national de santé publique, c'est le travail au quotidien pour permettre qu'on ne crée pas de nouvelles structures à chaque fois. Alors voilà le 5e établissement que nous avons, nous, mis en place parce que c'est nécessaire et parce que c'est une recommandation de l'Union africaine. Il y a d'autres pays comme le Nigeria, comme le Mali, qui ont déjà leur Institut national de santé publique. Nous, on n'en avait pas encore. Et cet institut, maintenant, prépare déjà la riposte de demain. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une pandémie demain. Nous n'avons pas de réseau de médicaments. Nous n'avons pas de plan de riposte. Est-ce que nous attendons qu'il y ait une épidémie pour qu'on commence à chercher un plan de riposte? Est-ce que nous attendons qu'il se passe quelque chose pour qu'on dise maintenant il faut réserver telle chose? Mais on va le faire dans quel cadre? Il n'y a pas de cadre. Le seul cadre, c'est l'Institut national de santé publique. L'Institut national de recherche biomédicale, c'est le réseau des laboratoires. Mais la réponse, elle est multisectorielle. Comment vous faites pour lutter contre la malnutrition? Comment vous faites pour lutter contre l'hygiène, qui est très mauvaise? Comment vous faites pour lutter contre pour améliorer la surveillance du territoire? Je répète, je reprends l'exemple d'Ebola pour dire que le premier cas d'Ebola a eu lieu en mai 2018, mais le diagnostic a été fait au mois d'août parce que la surveillance ne suivait pas. Le laboratoire était capable. Le professeur Bouyapé pouvait diagnostiquer. Mais tant qu'on ne lui a pas ramené les échantillons, ben, il ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que la surveillance était très faible. Et donc l'Institut national de santé publique, c'est ça son rôle et c'est ça son travail. Aujourd'hui, il y a des fonds qui circulent au niveau international qui demandent aux pays de préparer la riposte à la prochaine pandémie. Mais pour qu'on riposte à la prochaine pandémie, il faut qu'on ait un cadre. Si vous enlevez ce cadre, eh bien, on va se retrouver à la situation hantée, à la situation d'avant, et malheureusement, on n'aura absolument rien. Donc les établissements, nous avons ajouté 2 établissements. L'Institut national de santé publique et l'autorité de régulation. J'ai entendu parler de l'autorité de régulation. Mais dites-moi comment vous allez certifier un hôpital si vous n'avez pas un institut qui certifie. Dites-moi comment vous accréditez un médecin si vous n'avez pas les moyens d'accréditer. Dites-moi comment vous allez, si vous dites, ben non, le ministère de la Santé peut le faire. Mais alors, les assurances, qui va accréditer les assurances en rapport avec le besoin du pays? Donc l'autorité de régulation de la santé, c'est comme si on disait, on n'a pas besoin d'autorité de régulation de l'électricité. Mais la santé, c'est la chose la plus importante. Si vous n'avez pas les normes, si vous ne certifiez pas, vous n'accréditez pas, vous ne fixez pas le prix, on n'a pas de grille tarifaire dans ce pays. Vous allez quelque part, on vous donne un prix d'appendicite de 500 $, ailleurs on vous donne 2000 $, il n'y a pas de grille. Mais qui va faire ce travail-là parce que vous n'avez pas de cadre? Ce n'est pas parce que les établissements, c'est pas parce que les institutions sont mal gérées qu'il ne faut pas dire qu'on n'a pas besoin d'institutions. Parce que sinon, on reste dans le système dans lequel on est aujourd'hui, où nous avons 53 programmes au niveau du ministère de la Santé. L'idée, c'est justement de ramener tous ces programmes vers 4 ou 5 choses. Vous voulez investir pour améliorer l'offre de soins, eh bien, vous passez par le fonds de promotion. Vous voulez investir pour pouvoir protéger les gens contre les risques financiers, c'est-à-dire les assurances maladie, eh bien, vous passez par le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, au passage, honorable président, c'est notre caisse nationale d'assurance maladie. S'il n'existe pas, où est-ce que nous cotisons pour que nous ayons l'assurance maladie? On va dire la caisse nationale de sécurité sociale, ben non.
Ce n'est pas son mandat.